Président pour le moins atypique, ultralibéral, surnommé tantôt le fou, tantôt le Trump de la Pampa, Javier Milei est au pouvoir à Buenos Aires depuis exactement 1 an. En quoi consiste sa méthode pour sortir l'Argentine d'une crise abyssale? Où en est son bilan après 1 an de pouvoir? Peut-il faire école ailleurs, jusqu'en Europe et aux États-Unis? C'est le Club Le Figaro International et c'est maintenant. Florence Pinault de Villechenon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du CERAL, c'est le Centre d'études et de recherche Amérique latine-Europe à l'ESCP Business School. Vous êtes également cofondatrice et présidente d'ALFA, Argentine-France Business Forum. Vous êtes en fait franco-argentine, diplômée à la fois de l'Université de Buenos Aires et de la Sorbonne et de Paris 7. Et vous enseignez les relations internationales, notamment les dynamiques de coopération entre l'UE et l'Amérique latine. Jean-Louis Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, spécialiste de l'Amérique latine et des pays émergents. Vous avez eu une activité de banquier international et vous avez notamment conseillé la Banque mondiale, les Nations unies et l'AFD, l'Agence française de développement. Anne Chevial, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef au Figaro Économie, chargée de la macroéconomie internationale. Et à ce titre, donc, vous gardez un œil vigilant sur l'expérience argentine. Patrick Bell, bonsoir. Vous êtes journaliste et reporter au service international du Figaro, où vous suivez tout particulièrement l'Amérique latine. Alors, l'expérience Milei, peut-être avant de parler du personnage et de son œuvre, faudrait-il rappeler dans quel état il a trouvé l'Argentine? Je ne sais pas, Florence Pinault, si vous voulez commencer, mais quelle était la situation du pays il y a 1 an, lorsque Javier Milei a pris le pouvoir? Alors, il a trouvé une société exsangue, fatiguée, auprès de laquelle le discours qui a été un peu le monopole du péronisme pendant des années, nous incarnons la préoccupation des classes populaires et nous faisons tout et nous répondons à leurs besoins, est usé. Oui. Passe de moins en moins bien. Et on a une classe des citoyens qui sont fatigués, des classes bourgeoises à revenus élevés, les classes moyennes, et dont les jeunes, finalement, on disait la voie de sortie, la seule issue, c'est l'aéroport international. Bon, vous comprenez un peu le niveau de frustration. Et l'économie, Jean-Louis Martin, était exsangue. Oui, enfin... Il y avait un énorme problème qui était l'inflation, c'est-à-dire qu'ils étaient à, on va dire, 200%. C'était pas loin de 300% par an. Oui, c'était du 25% par mois. Elle était très élevée, et c'est ça qui était insupportable pour la population. Ouais. Alors, il se trouve qu'en plus, en face de lui, il avait le ministre de l'économie du gouvernement sortant. Donc ça l'a sans doute aidé à être élu aussi, parce que c'était le pire candidat pour le parti péroniste, de ce point de vue-là. Et sa priorité, enfin le cœur de son discours pendant la campagne électorale, c'est « je vais mettre fin à l'inflation par un peu tous les moyens ». Dollarisation, coupe dans les dépenses publiques, etc. Des choses qu'il a faites, d'autres qu'il n'a pas faites, mais ça a relativement bien marché, on va y revenir. Patrick Bell, on a déjà parlé 2 fois du péronisme. Comment il faut comprendre le péronisme? C'est une forme de socialisme, mais à une sauce particulière? Le péronisme, non, ce n'est pas une forme de socialisme. C'est-à-dire que dans le péronisme, on trouve tout, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Oui. C'est un populisme? C'est à la fois un populisme, un corporatisme aussi, très important, c'est-à-dire qu'une solidarité qui se crée entre les politiques, un parti très corrompu également. Il y a eu beaucoup de scandales de corruption, puisque là, vous avez parlé des problèmes économiques, mais les problèmes de corruption ont été très très graves pour le parti péroniste dans les années précédentes. Et dans les années, par exemple, 90, le péronisme de Menem était un péronisme de droite. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre ce que c'est, en gros. On ne comprend pas. Hein, mais c'est vraiment un côté corporatiste, en fait, où il y a un soutien entre les péronistes, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, à certains moments. Mais ce n'est pas une idéologie, alors? Ce n'est pas une idéologie du tout, je pense. Mais il y a une solidarité entre tous ces groupes à certains moments, et à d'autres moments, ils se séparent. C'est ce qui s'est passé, en fait,
pour l'élection de Milei, où le péronisme était un peu explosé, où il y avait des conflits entre l'ancien président Kirchner et le président Fernandez. Et en fait, au moment où le péronisme s'explose comme ça laisse la place à quelqu'un d'autre. Sauf que là, ce n'était pas possible que ce soit l'habituel conservateur qui prenne le pouvoir, puisque Macri, qui était avant Fernandez, le président péroniste, avait aussi laissé un bilan assez désastreux. Ouais. Alors Anne Chevial, donc survient Javier Milei, la tronçonneuse à la main. La tronçonneuse, absolument. C'est sa méthode. Enfin, c'est le symbole, bien sûr, c'était un symbole durant la campagne. C'est le symbole, mais c'est aussi la méthode, puisqu'en fait, son objectif, c'était de casser l'État et donc de faire beaucoup de couper dans les dépenses publiques. Et il l'a fait de manière forte, accélérée, vigoureuse, enfin tout ce qu'on veut. Il a réduit 30% le budget de l'État. Il s'est attaqué beaucoup à la fonction publique. Donc là, il a été très fort, puisque son objectif, c'était stabiliser la monnaie et surtout s'attaquer à l'inflation. Donc effectivement, l'inflation a été énormément réduite, puisqu'on est aujourd'hui en octobre, elle était à moins de 3%. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une réussite, mais ça a quand même été au prix on va appeler ça la thérapie de choc, une cure d'austérité. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, j'en sais rien. Mais en lui tout cas, parle du plus grand ajustement de l'histoire de l'humanité. On est passé quand même d'un déficit de plus de 5% à aujourd'hui, il est en excédent. Mais voilà, on peut dire, ah oui, c'est formidable, il a fait ça. Mais au prix d'une austérité... Alors, ce sont des indicateurs de macroéconomie, ça ne dit rien de la vie des gens. 50% de pauvres, voilà, la pauvreté a beaucoup augmenté. Si, ça dit un peu de la vie des gens, parce que quand vous avez une inflation qui est à 25 ou 30% par mois, vous ne vivez pas de la même façon que quand elle est à 0,3 ou 0,4 comme chez nous, ou même à 2,7 comme c'est le cas en ce moment en Argentine. Inversement, le fait d'avoir contrôlé l'inflation, semble-t-il, quel prix paient les citoyens argentins pour cet ajustement brutal? Moi, j'ai envie de dire là, évidemment, si on revient sur Milei, il y a un peu deux lignes directrices dans sa façon de gouverner, dans son credo. Une, effectivement, c'est réduire l'État au minimum. Pour lui, il a des phrases souvent un peu brutales. Il dit « et je serai la taupe qui va détruire l'État de l'intérieur ». De l'intérieur. Bon, il y a ça. Et il vient de déclarer d'ailleurs à The Economist que je déteste toujours l'État. Je crois que j'ai la citation quelque part, mais... c'est un jour où il est poli. J'ai toujours un infini mépris pour l'État. Voilà, donc c'est de façon assez crue. Mais en même temps, il y a cette lutte contre l'inflation. Et là, je voudrais apporter quelques nuances, parce qu'on va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Il se retrouve maintenant, après ce choc douloureux, qu'ont souffert toutes les classes, les retraités, les classes moyennes, les classes à moindre Là, vous parlez des mesures qu'il a... Oui, donc tout le monde l'a souffert, je crois que ça, il n'y a pas d'état d'âme là-dessus, mais surtout le fait de la lutte pour le pouvoir d'achat. Quand vous vivez avec l'inflation, je l'ai connu, moi, j'étais petite fille à l'époque où on a eu des inflations à 4 chiffres, comme l'avait eu aussi le Brésil, très fortes. L'argent ne veut plus rien dire. C'est épouvantable, l'érosion. Celui qui paye le plus lourd tribut pendant l'inflation, c'est le pauvre. Vous avez les prix qui galopent pour acheter 1 kilo de pintade, pour acheter votre ordinateur, pour payer votre loyer, pour le litre d'essence, pour les tickets de métro. Donc, finalement, là, on a l'impression, d'après les chiffres qu'on a tous reçus parce qu'on suit les journaux. Et là, du coup, il est quand même, après cette thérapie douloureuse, sans anesthésie, intervention, c'est même pas au bistouri, c'est à la scie, on est quand même là, à peu près, vous n'allez pas trouver trop de divergence, à ce 50% d'approbation. Donc vous dites, mais ils sont anesthésiés. Et d'ailleurs, le taux d'approbation de Milei a plutôt monté. Et plutôt la remontée. Alors, il a eu un moment... Il y a eu une chute quand effectivement ça a commencé, parce qu'il y a eu aussi le retour à la sincérité des prix des transports et autres. Bon, on va peut-être revenir là-dessus, puis je ne suis pas l'économiste de l'Assemblée, mais si vous voulez, tout d'un coup, effectivement, on a enlevé les subsides à l'énergie,
l'électricité est plus chère, les subsides au transport, du tout, mon ticket de métro ou de bus, il est plus cher. En même temps, les augmentations de salaire n'étaient pas toujours là. Donc il y a eu 2 ou 3 mois. On a bloqué les pensions de retraite et les transferts aux provinces, notamment. Et les transferts aux provinces, donc arrêt de tous les travaux publics, etc. Bon, le choc est dur. Et puis là maintenant, comme finalement le pouvoir d'achat a cessé de s'éroder, parce que l'inflation est quasiment stoppée. Oui. Du 2% en Argentine, c'est le grandissime luxe, laissez-moi vous dire. Alors qu'à d'autres moments, bon, maintenant, nous, on a été habitués un petit peu plus ces dernières années en Europe, mais 2%, 3%, regardez, non, 2% en Argentine, c'est vraiment le rêve. Oui. Et du coup, là, une certaine recomposition des salaires, mais je pèse aussi mes mots parce que je suis prudente, parce que tout ça est lent. Recomposition, vous voulez dire? C'est-à-dire que les salaires, finalement, ils ont été un petit peu augmentés, les retraites ont été un petit peu augmentées, et dans la mesure où l'inflation a été stoppée, quasiment, du coup, quand vous les rapportez en équivalent dollars, les revenus des citoyens se sont améliorés. Oui. Donc je pense que ça peut expliquer. Ou Anne Chevial, non, parce que la monnaie c'est aussi stabilisé un petit peu. Oui. Dire le problème d'hyperinflation qu'il y avait, c'est aussi parce que le peso se cassait la figure. Donc c'était un peu le cercle vicieux. Donc c'est vrai que ça s'est stabilisé, mais enfin il y a quand même eu. Pourquoi aussi il y a bonne inflation? Il y a une récession la chute de l'activité a été extrêmement importante. Oui. Donc on a échangé l'inflation contre la récession, Jean-Louis Martin. Pour l'instant, est-ce que c'est un bien ou un mal? C'était peut-être un passage obligé. Ça, je n'aurais pas d'avis. L'activité est censée reprendre à partir de maintenant. Ce qui me semble à moi, c'est que la victoire sur l'inflation n'est pas acquise du tout, parce qu'elle a été obtenue. La première chose, ça a été... Il y avait un déficit public qui était financé par émission monétaire. Oui. C'est pas mal réduit. C'est encore le cas. On voit. Il a présenté un budget zéro déficit. Oui, mais il a pris ça, c'est le budget de l'année prochaine. Et en 2024, il y a toujours eu une assez forte progression de l'endettement public domestique, c'est-à-dire auprès de la Banque centrale, auprès des banques, etc. Donc mais ça, c'est normal. Quand il avait encore 20% d'inflation, il était obligé d'emprunter. Il n'avait pas encore réduit le déficit public à zéro. Donc, on n'a pas encore vu de stabilisation de la dette publique en 2024. On pourrait l'avoir en 2025 s'il réussit, effectivement, comme vous le dites, à tenir ce budget à zéro. Mais pour vous, le pays est sur la bonne voie? Oui, mais c'est pas sûr que ça soit tenable, parce que c'est au prix, effectivement, Anne Chevial l'a dit, d'une récession extrêmement forte. En fait, quand vous tuez la demande, il y a moins de pression à la hausse. Et la solution, c'est quoi? C'est de faire revenir les investisseurs, notamment étrangers? Oui, et puis c'est peut-être de lâcher du lest petit à petit. Je ne sais pas pour que l'économie redémarre, parce qu'aujourd'hui, on est sur du moins 4% donc une forte récession. Et encore, c'est parce qu'on a une forte progression du secteur agricole, qui avait eu une très mauvaise année 2023 à cause de sécheresse. Donc en 2024, bonne récolte. Elle a tiré l'activité et les exportations vers le haut. Mais le reste de l'économie plonge encore beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui explique les pertes d'emplois et le chômage. Deuxième chose qui l'a aidé à contenir l'inflation, et dont je ne suis pas sûr qu'il puisse le tenir très longtemps, c'est la politique de change. Ça fait plusieurs mois que l'inflation, il a été décidé que le peso se déprécierait de 2% par mois, quand vous avez une inflation... Après une dévaluation de 50% au début. Oui. Brutal, là aussi. Oui, mais enfin, le taux de change était totalement irréaliste maintenant, mais 2%, alors que l'inflation reste encore largement au-dessus de 2%, ça veut dire que les produits argentins deviennent de moins en moins compétitifs, et c'est pas sûr non plus que ce soit tenable bien longtemps. Dans les années 90, c'est ce que Menem avait fait. Alors là, c'était même encore plus brutal, c'était pas du moins 2% par mois, c'est parité avec le dollar. Dans une économie fragile, pas très compétitive, où il y a des pressions sur les prix, ça ne peut pas tenir très très longtemps. Donc il y a un risque que ça reparte. D'accord. Un mot sur la méthode politique, parce que Milei n'a pas de majorité au Parlement. C'est la troisième force, son parti, la Liberté Avance.
troisième force à la Chambre, il n'a que 9% du Sénat, je crois. Comment fait-il, Patrick Bell, pour imposer ces mesures? Il y a une espèce de méga décret au début de son mandat. C'est surtout que dans son discours, je suis contre la caste politique, qu'il l'a porté au pouvoir, puisque la caste politique était largement rejetée par la population. Finalement, dans sa pratique du pouvoir, il fait des accords. Des accords, par exemple, avec les gouverneurs de province péronistes. Il fait des accords aussi avec des gens conservateurs. En fait, son rejet de la caste, il est incapable de la tenir. Il a mis de l'eau dans son vin, on peut dire, dans la méthode. Il est obligé de coopérer avec les pouvoirs locaux, les pouvoirs de gouverneurs, etc. Il ne peut pas tenir sans. Donc pour obtenir certaines lois au Parlement, il s'est rapproché notamment des péronistes. Quand vous parliez de Menem, des ménénistes qui, dans les années 90, ont fait cette politique de parité et qui sont en fait assez proches de ce que fait et de ce que veut faire Milei, parce que ce qu'il fait actuellement, c'est pas exactement ce qu'il a annoncé dans son programme. Oui, c'est en deçà de ce qu'il avait promis, d'une certaine manière. Il y a une loi omnibus là qui était en négociation, 600 articles. Il y en a eu 2. Il l'a ramené à 238. Sous la pression justement des oppositions. Florence Billon. Oui, on a un style personnel qui est iconoclaste, disruptif, on n'a jamais vu ça, qui d'ailleurs déroute beaucoup. Et son opposition, et ceux qui, comme le parti de centre-droit de Macri, le précédent, la petite parenthèse qui a eu de 4 ans de gouvernement plutôt de centre-droite au milieu de du bloc d'années de gouvernement kirchneriste, même avec eux, il les déroute. Donc là-dessus... Justement, un point là-dessus, sur sa personnalité. On dit qu'en fait, elle plaît beaucoup aux Argentins, que c'est très argentin d'être comme ça, iconoclaste. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Et puis les Argentins ne sont pas devenus tous libertaires. Ce serait se méprendre que de dire ça. Est-ce qu'il choque moins qu'il ne choquerait ailleurs? Il y a quelque chose qui plaît puisqu'il tient et qu'il tient encore sa cote de confiance. C'est qu'il a été élu, quand on regarde ça, avec, on dirait, en empruntant un peu un terme qu'on utilise beaucoup en Argentine, un agenda, un programme de changement total. Et c'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Donc plus il est disruptif, plus il est agressif avec ce qui est la caste, ou parfois c'est un peu trouble la façon dont il trace les frontières, plus ça plaît. Il a réussi, finalement, cet économiste que personne ne connaissait. Il passait un peu sur les télés quand même. Oui, non, mais un petit peu, écoutez... C'est pas un critère de compétence. Mais... Non, mais qu'avant son élection comme député les 2 dernières années du gouvernement péroniste, bon, après il a fait parler de lui parce que effectivement, mais ça rime avec ce côté excentrique du personnage, il faisait des tirages au sort avec son salaire de député. Bon. Vous pourriez vous dire, je l'aurais donné à Caritas ou à Emmaüs. Lui faisait des tirages au sort avec les lumières, le feu et les lumières. Bon. Il faisait le loto à lui tout seul, c'est voilà, bon. Voilà, ça présente un petit peu le personnage. Donc finalement, il s'est avéré, ce monsieur qui est, comme il se présente, passionné d'économie, en disant que sans doute mériterait-il à l'avenir un prix Nobel. Bon, on verra ce qu'en dit Stockholm. Mais une fois ça, au fait, on a un personnage qui finalement a montré, bon, il est intelligent, il faut croire, une très bonne utilisation, beaucoup de pragmatisme. Et finalement, il a utilisé les ressorts un peu de certains aspects hyper présidentialistes du régime argentin, son droit de veto, l'utilisation des décrets. Bon, tout ça, ça résonne un peu à nos oreilles aujourd'hui, en ce moment en France. Et du coup, il a réussi en permanence, avec ce style, à imposer son agenda, à occuper l'espace, à se construire un ennemi tous les jours, à accaparer avec ça l'attention du public et finalement à... Effectivement, ça évoque d'autres personnages sur la scène internationale. Jean-Louis Martin. Effectivement, comme le dit Florence Billon-Chenon, il n'est pas vraiment dans la négociation, en fait. Il est dans le rapport. Il est le consensus. Oui. Et d'ailleurs, il ne négocie pas lui-même. Il envoie sa sœur, qui est secrétaire générale de la présidence. Surtout, il utilise les instruments qui sont à sa disposition. Par exemple, comment obtenir une majorité au Parlement sur un point précis. Bon, il faut faire passer une partie des députés de son côté. Oui. Les députés sont largement... C'est une expérience qui nous intéresse au plus haut point en France. Oui, mais on est dans une situation très très différente. Les députés sont d'abord
des représentants des provinces en Argentine. Et en fait, il a un moyen très simple, c'est il a menacé les gouverneurs récalcitrants de suspendre les transferts aux provinces. Que font les gouverneurs? Ils disent à leurs députés: soyez gentils avec le président. Soyez gentils sur tel ou tel point et ça débloquera quelques fonds. Il a quand même beaucoup voté par décret, non? Enfin, l'essentiel de ces mesures, il les a imposées quand même. Oui, comme ça. Il a aussi. Alors lui, il appelle ça être à l'avant-garde de la façon de faire de la politique. Patrick Bell. C'est une avant-garde particulière. Oui. Mais je crois que surtout il espère, il attend surtout les élections législatives de l'année prochaine. De juin 2025. En octobre 2025. Là, c'est sa première année. C'est un peu chaotique. Il faudra qu'il transforme son capital de sympathie, d'approbation, en une majorité, si possible. Pouvoir législatif, parce que pour l'instant, il ne l'a pas, donc il est obligé de faire des accords, ce qui limite beaucoup ses ambitions ou ses volontés de changement structurel, parce que finalement, il avait annoncé beaucoup de changements structurels, et il n'y en a pratiquement pas. Oui, il voulait supprimer la pour l'instant, il a quand même divisé les ministères par 3, non? Il a supprimé 13 ministères, mais c'est pas vraiment un changement structurel. Le fond, je dirais, ça permet de baisser le budget de l'État de 30%, Jean-Michel. C'est 30% de l'équivalent du PIB aujourd'hui. Voilà. C'est très bas. Et donc ça permet, mais c'est pas vraiment un changement structurel. C'est-à-dire que la structure qu'il voulait changer, il avait quand même annoncé qu'il allait supprimer la Banque centrale, qu'il allait supprimer le peso, qu'il allait dollariser l'économie. Tout ça, il ne peut pas le faire. Il voulait remplacer la monnaie nationale par le dollar. Il peut pas. Mais il n'y a pas renoncé. Il n'y a pas assez de dollars. Oui. Je pense qu'il n'a pas renoncé, non? Non, il n'a pas renoncé. Je crois qu'il l'a redit en octobre, mais il a bien conscience qu'effectivement, pour ça, il faut que les dollars viennent. Et d'ailleurs, il a fait... Je pense que ça va être aussi ça le déterminant pour son futur. C'est est-ce qu'il arrive à faire revenir des investisseurs, vraiment? Donc d'abord, il a fait une loi d'amnistie fiscale. Et les fonds argentins planqués à l'étranger, non? Il a fait une loi d'amnistie fiscale. Il a quand même réussi à faire sortir beaucoup d'argent. Il a fait revenir 20 milliards, mais il y en a 245 par C'était surtout de l'argent qui était caché sous le matelas. Donc les gens ont été ouvrir des comptes. Donc ça, c'est de l'argent qui va être réinjecté dans l'économie. La question, c'est qu'est-ce que les Argentins vont faire de cet argent? Est-ce qu'ils vont l'épargner? Est-ce qu'ils vont le dépenser? Ça, c'est vu la situation, je pense que c'est pas encore évident de le savoir parce que la situation est encore très fragile. Après, l'autre question, c'est les investisseurs étrangers. Donc il a fait un régime, on appelle ça le RIGI, avec des incitations douanières fiscales pour faire venir les investisseurs au-dessus de 200 millions de dollars d'investissement. Vous avez droit à des tas d'avantages. 10 ans d'exemption. Donc il dit qu'il y a 50 milliards de promesses d'investissement, de grands investissements. Bon, là aussi, on est un peu à la croisée des chemins parce que la confiance n'est pas encore complètement revenue. Il y a un contrôle des capitaux, donc c'est assez compliqué. Après, l'Argentine a quand même beaucoup de ressources et beaucoup de points positifs. Ils ont des minerais, ils ont du lithium, ils ont du gaz, ils ont donc l'agriculture aussi, un secteur important. Donc ça, c'est beaucoup d'atouts. Mais je pense qu'il y a le facteur confiance, le risque politique pèse toujours, il y a ce contrôle des capitaux. C'est pas gagné. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Louis Martin, là-dessus? Oui, sur les 20 milliards de l'amnistie fiscale, on ne les voit pas du tout dans les comptes de la Banque centrale. Ah bon? Qui remontent très péniblement, qui sont encore à 30. Donc c'est une fausse annonce ou... Ah non, c'est pas une fausse annonce. Ils sont sous les matelas, comme on dit, ou dans les comptes, dans les comptes en banque en dollars, dans les banques commerciales. Épargnés. Mais les gens n'ont pas suffisamment confiance pour convertir cet argent en pesos. D'accord. On va écouter ce que dit le président Milei de l'avenir. Au bout d'un an, l'horizon s'éclaircit selon lui. Hoy tengo el orgullo de decirles que ese intervalo de dolor terminó. La recesión terminó. Estamos saliendo del desierto. El país finalmente ha empezado a crecer. Pero sí quiero decir que de aquí en adelante, todos los días vamos a estar un poco mejor que el día anterior. En vez de ser cada día más pobres, seremos cada día más ricos. Quand vous avez le The Economist, qui est quand même le journal britannique un peu arbitre des élégances en matière d'économie internationale, qui dit que le résultat est meilleur que quiconque ne pouvait l'attendre. Quand vous avez un certain nombre d'économistes français, pas plus tard qu'hier dans le Figaro, qui disent ce que fait Milei mérite toute notre attention. C'est-à-dire que c'est pareil, si on regarde les chiffres, effectivement, on regarde l'inflation, on regarde le déficit, on peut dire,
Ça va mieux, enfin ça va mieux. Mais ça, c'est d'un point de vue très macroéconomique. Je pense qu'après, aller demander à un Argentin de base, à un fonctionnaire, à un retraité, à un professeur, à un chercheur, ce qu'il en pense, je pense qu'on aura un avis très différent. Et pourtant, la rue est calme. À part, il y a eu des oppositions dans les universités, notamment parce que leurs crédits ont été bloqués, mais... C'est là où je comprends ce que vous voulez dire et je pense qu'il faut rester très prudent. Très prudent. Vous savez, je ne compare pas du tout, mais ça fait peu penser, je pense qu'on est tous un peu en suspens vis-à-vis de ce qui s'est passé en Syrie. Vous avez vu, tout le monde dit, bon, est-ce que ce monsieur aura changé? De quel côté va tomber la pièce? On reste encore comme ça, en attente. Ce qu'il y a, il faut de nouveau, je pense, pour ceux qui nous écoutent ici, quand on voit passer dans les réseaux, etc., les pour, les contre, mais l'état d'esprit qui règne en Argentine aujourd'hui, il y a quand même, n'oubliez pas, il y a une bonne partie des gens qui sont arrivés à cette élection avec un niveau d'attente, un seuil très, 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 très bas, parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'est-à-dire... et aussi parce que tout avait été essayé avant. Tout avait été essayé, puis surtout... Alors, des choses ressortent. Le candidat Massa, en embauchant quelques mois, les derniers mois avant la fin de son mandat, il allait peut-être être élu, mais il allait peut-être être battu. C'est ce qui s'est passé. Quelques milliers de fonctionnaires à l'administration des impôts. Bon, vous vous dites... Voilà. Hein. Donc, vous avez une citoyenneté qui est un peu en phénomène ras-le-bol. Et ce qui différencie, parce qu'on pourrait se dire, hélas, ce pays, il a offert, mon Dieu, combien de crises a-t-il offert à tous ceux qui font de la recherche en économie, en management, hein, un terreau d'une fertilité intense. Qu'est-ce qui différencie finalement cette crise-là dont on se demande si il va conduire à la sortie, de celle de 2001. Tout le monde ici peut-être a cet écho de que tout le monde s'en aille, c'était que tous les politiciens dégagent, c'était un peu ce slogan de 2001. Oui. Hein. Eh bien, la différence, on se dit, bon, pourquoi, c'est vrai, un investisseur, et si jamais c'était encore une fois la même chose, hein, avec la dizaine de plans renégociés avec le FMI, les défauts, etc. Alors, la différence, elle est peut-être dans le fait que, à l'époque, vous avez un gouvernement qui est arrivé un peu contre toute surprise, parce que Néstor Kirchner est arrivé au pouvoir avec 21% des voix, parce que Carlos Menem, au dernier moment, voyant qu'il n'avait pas l'appui de la citoyenneté, il a décidé de ne pas se présenter. Donc, on a un Néstor Kirchner qui est arrivé avec peu de légitimité, mais qui a eu la chance inouïe d'avoir ce que les Argentins appellent toujours avec leur humeur, le vent arrière, el viento de cola. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2004 ? C'est vrai que Néstor Kirchner, au début, était très fier. Il y avait les deux excédents, le budgétaire et le commercial. Attendez, c'est génial, ça. Les deux excédents. Et qu'est-ce qu'il y a eu derrière ? C'était le début des relations économiques, surtout commerciales, avec la Chine. Donc la demande Chine, et moi, honnêtement, si vous me demandiez de chiffrer quand est-ce que, dans toutes les études, les rapports économiques, je ne sais pas si Jean-Louis Martin va coïncider avec moi, si vous me demandiez de mettre une date à cette irruption de la Chine en Amérique latine, je vous dirais 2004 à peu près. Et c'est effectivement, ça coïncide. Donc, le pays est sorti un petit peu artificiellement de la crise à l'époque, avec cette énorme demande d'achat de matières premières de la part de la Chine, à des prix élevés, qui a permis de faire des tas de choses. Un gouvernement comme le brésilien du président Lula, il a rimé à la consommation 30 millions de pauvres. Tout ça, c'est très bien. Mais du coup, si vous voulez, c'est un peu comme si cette crise de 2001 n'avait pas touché vraiment fond. Et là, je pense qu'en 2003, avec ces élections qui ont été déroutantes, parce qu'il y a eu d'abord les primaires, après il y a eu le premier tour, après il y a eu le deuxième, tout ça a occupé pendant 4 mois à peu près, je pense que ça explique une société extrêmement fatiguée qui, du coup, elle n'en est pas aux casseroles aujourd'hui. Il y a très peu de casseroles. Alors, vous me demandiez l'éducation.
Apparemment, moi, c'est un secteur auquel je suis sensible. Je suis une fille de l'enseignement public argentin. J'en suis très fière. Il était beau, il est de belle qualité. Il y a des gens dévoués, il est formidable. Il y a des magnifiques chercheurs qui sont précieux ici en France dans certains organismes de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, il y a aussi la maladresse de l'individu, son style un peu brutal, et évidemment, facilement, vous pouvez en déduire que je suis contre l'enseignement public, surtout si j'ai dit que j'allais torpiller l'État. Au fait, Mais il reproche surtout à l'université d'être très à gauche en Argentine. Oui, mais alors ce qu'il a dit, attendez, on voudrait les auditer, parce que l'université de Buenos Aires, qui m'est très chère, qui est une magnifique universitaire bicentenaire, elle n'a pas rendu de compte depuis des années sur les fonds publics. Alors, est-ce que, je ne sais pas si en Donc France, vous ne lui donnez pas complètement tort, il fallait, de ce point de vue-là, un petit coup de balai. Je pense que, sinon, il faut demander aux universités qu'elles je connais des gens qui sont dans la recherche en Argentine, il a quand même coupé les budgets de recherche. Moi, j'ai des amis chercheurs argentins qui sont partis au Brésil. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde un autre aspect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le défi économique, il y a aussi un peu une guerre culturelle qu'il mène sur la justice, il veut réformer la justice, l'éducation, on en a parlé. Il y a d'autres aspects, Patrick Bell, c'est là où peut se justifier l'étiquette de Trumpiste, enfin de Trump de la Pampa, parce que Javier Milei n'est pas du tout protectionniste, lui, en économie. Non, mais d'ailleurs, il a eu des résultats économiques dans sa première année que Trump n'a pas eu dans son pouvoir. Ouais. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Florence. Au début, les gens ont voté Milei, mais ils n'attendaient rien de lui. Vraiment ? Je pense, mais nous, ils ont voté pour lui à 56%, ils n'attendaient rien de lui ? Ils n'attendaient pas grand-chose. Ils attendaient juste qu'il n'y ait plus de péronistes et plus de pros au pouvoir. Et c'est ce qui est... D'essayer autre chose. C'est le refus du passé. Du passé récent et moins récent. Forcément, que sa popularité n'est pas descendue, parce que comme ils n'attendaient rien, et finalement il se passe quelque chose qui est l'inflation baisse, alors que l'inflation c'est quelque chose de très traumatisant pour les gens. C'est épouvantable de perdre 20-30% de son revenu par mois si on n'est pas augmenté. Et ce traumatisme a disparu. Ils n'attendaient rien. Il a permis la disparition de ce traumatisme. Je pense que c'est ça qui permet d'expliquer le maintien de cette popularité. On n'attendait rien, finalement il est arrivé quelque chose. Je dirais, on attendait du moins de ne pas revenir au passé. Hein. Voilà. Mais... Et cette guerre culturelle, elle est secondaire par rapport aux défis économiques. C'est pas grave, je veux dire, de vouloir casser l'État, réduire ses interventions... modifier... Je crois que vous avez commencé avec l'image de la tronçonneuse. Je crois qu'elle est double, en fait. Il y avait effectivement une volonté de couper dans les dépenses publiques pour casser l'inflation, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y avait aussi, et vous avez utilisé l'expression, la volonté de casser l'État. C'est-à-dire qu'il a une aversion profonde pour l'État. Et qu'il n'a pas perdu en un an de pouvoir, ce qui est quand même, en général, on est un peu conquis par la fonction qu'on exerce. Son aversion va très loin. Il va jusqu'à détester tous ceux qu'il considère comme... dépendant de l'État, et en particulier, il a eu, par exemple, des mots très très durs vis-à-vis des industriels argentins qu'il considère comme des espèces de sangsues qui vivent aux dépens de l'État, et derrière l'État, du secteur agricole, qui est en fait le seul qu'il considère comme réellement productif en Argentine. Donc il a... je sais que Florence n'a pas tout à fait le même point de vue, donc elle me corrigera. J'ai l'impression qu'il a en tête un modèle de société argentin qui est en fait celui du début du XXe siècle, ou d'une économie centrée sur l'agro-exportation, qui, il l'a dit des tas de fois, était à l'époque le pays le plus riche du monde en termes de PIB par habitant. Bon, il avait 4 millions d'habitants, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais, mais il est au mieux avec Elon Musk, il a peut-être aussi des ambitions de high-tech, non ? Un modèle de société. Vous êtes sûr que ça se résume à l'agro... à la dimension agricole il y a du début du siècle aussi, dernier. Il y a le pétrole et le... Il y a l'énergie, et effectivement, il y a la tech, je pense qu'il a aussi en tête, bien sûr. Je pense qu'effectivement, c'est tentant. Puis il y a quand même... il surfe sur une vague. Donc, évidemment, c'est tentant de dire le Trump des Pampas.
Lui-même se définit comme laboratoire. Non, mais ça, vous savez, laboratoire libertarien. Et d'ailleurs, il revendique ce titre, non, de Trump de la Pampa. Il en est fier. Oui, justement. Et puis il est proche. C'est pas une insulte. Attendez, c'est une des premières visites qu'il a fait. Bon, il passe son temps aux États-Unis. On va en parler là. Il est plus à l'aise en serrant la main de Donald Trump que Lula da Silva. Et ça c'est sûr. Mais en même temps, si vous regardez les personnages, je pense que c'est intéressant là de creuser un petit peu plus pour ne pas laisser l'analyse se biaiser. Ils ne sont pas tout à fait pareils dans le sens où vous avez dans le cas un magnat de l'immobilier, un grand capitalisme, Milei, il n'a pas de casserole derrière lui. Quand il est arrivé, il était inconnu. D'ailleurs, beaucoup de gens ont dit, bon, au moins, c'est pas un homme politique comme on en connaît en Argentine, et c'est pour ça que je vais voter pour lui. C'est un petit peu ce qu'il disait. Donc de ce point de vue-là, et puis on a un Trump qui est plutôt protectionniste, lui, il est tout à fait ouvert. Alors, pour embrayer sur ce que disait Jean-Louis Martin, je pense qu'il faut s'imaginer une Argentine qui, globalement, surtout avec une hégémonie péroniste qui a occupé l'espace politique pendant longtemps, a été une Argentine un petit peu anti-business et protectionniste et nationaliste. Et quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez une quantité, mais depuis des années, même avant les gouvernements Kirchner, vous avez des chapelles qui se sont développées, des espaces là où vous mettez beaucoup de régulation, d'autorisation, etc. Ben vous avez automatiquement des groupuscules qui se greffent et qui font leur là, pour le coup, la tronçonneuse est peut-être la bonne méthode. Oui, parce que... et si je me... Là, c'est quelque chose qu'on évoquait il n'y a pas si longtemps, en début de semaine, dans un autre espace. C'est intéressant parce que la semaine dernière, ils ont lancé une initiative. Il a maintenant nommé ministre, parce que pendant quelque temps, il a agi à côté sans avoir ce titre, de la dérégulation, qui, au fait, a peut-être inspiré la fonction que va occuper Elon Musk aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'autre jour, ils ont promulgué une norme annonçant la création d'un site internet pour que les citoyens, les acteurs économiques surtout, fassent état, en les justifiant, en les expliquant. C'est pas des régulations qui les embarrassent. Voilà, c'est pas un espace pour verser sa haine, j'espère. C'est pas de la délation, mais disons, on fait remonter les préoccupations du bas. En justifiant en quoi cette norme me gêne, moi, dans mon business quotidien. Et il paraît qu'ils ont reçu en 8 heures, plus de 1000 demandes qui sont allées atterrir dans ce site. Donc, ça en dit un petit peu... Vous imaginez l'entrepreneur argentin qui a des mauvaises infrastructures, qui jongle avec l'inflation, avec le dollar, le gris, le noir, le bleu, etc. Les autorisations administratives pour travailler, une pression fiscale qui est forte. Hein, c'est pas un pays low cost, l'Argentine, pas plus que le Brésil. Pas de crédit bancaire. Bon, c'est dur d'être entrepreneur. Il faut être extrêmement courageux. Donc, voilà un petit peu ce public, vous voyez, qui... On a bien compris le contexte. On va écouter encore Javier Milei lorsqu'il parle justement de l'exemplarité de son travail. Y para eso debemos estar juntos, estableciendo canales de cooperación a lo largo y a lo ancho del mundo. Podríamos llamarnos una internacional derechista, es decir, una red de asistencia mutua integrada por todos aquellos interesados en difundir por el mundo las ideas de la libertad. Bon, alors là, dans l'international des conservateurs, d'abord, il va enrôler Trump. Trump a récemment déclaré que Javier Milei était son président préféré. Patrick Bell, pardon. Et dans son discours libertarien, il y a aussi un discours assez conservateur, finalement, au niveau sociétal, anti-féministe, anti-protection des minorités. Plutôt anti-avortement. Anti-avortement, ce qui pour le coup, ne choque pas forcément beaucoup les Argentins. C'est une société assez conservatrice. Faut se rappeler que l'avortement a été légalisé sous Cristina Kirchner, qui au départ était contre qui est péroniste et qui était contre cette légalisation. Finalement, elle s'est rangée à cette idée, mais c'était pas une idée du tout évidente, même chez cette idée d'international des conservateurs, c'est à prendre à la légère ou ça peut déboucher sur quelque chose? Après tout, on se souvient de l'international socialiste. Pourquoi pas une internationale des conservateurs? Est-ce que ça n'a aucun sens, selon vous? Qui veut... Dans la région, juste pour parler du Paraguay, par exemple,
rencontré le président du Paraguay hier, qui me disait que Milei, c'était quelque chose de formidable, et le président du Paraguay, quelqu'un d'assez conservateur, les Colorado, c'est une tradition conservatrice, et il le trouve sur la même ligne. Il est très content d'avoir comme voisin Milei. Pour lui, c'est formidable pour le Paraguay. Ouais. Et Lula, il dit, je m'entends bien avec lui. Enfin, Milei, mais bon, on voit bien les connexions qu'il peut y avoir entre un Trump, un Orban en Hongrie, un Milei en Argentine, etc. Est-ce que tout ça peut finalement, est-ce que la mayonnaise peut prendre Alors moi, si vous voulez, je me permettrais, mais à la limite, c'est bien ça. Ça fait vivre le plateau. Peut-être de ne pas être complètement d'accord avec vous sur le côté conservateur. En Amérique latine, et plutôt en Amérique du Sud, parce que je laisse le Mexique, il faut toujours qu'on ait la carte dans la tête. C'est vrai que c'est l'Uruguay qui a toujours fait figure. Je me rappelle, dans les années 60, les couples qui voulaient divorcer, on allait à Montevideo, on traversait le fleuve, et puis on revenait, et on avait enlevé la bague au doigt. Donc l'Uruguay était progressiste, mais l'Argentine n'est pas du tout la société la plus conservatrice d'Amérique latine. Le Chili l'est plus, la Colombie l'est infiniment plus. Donc je ne pense pas que ça passe par là. Je pense aussi que, toujours pour inviter notre audience à essayer autant que faire se peut, traverser ces 13 000 km qui nous séparent et penser un peu comme on vit à Buenos Aires. Aujourd'hui, et d'après ce que disent beaucoup d'observateurs, hein, c'est une opinion que je me fais en fonction de ce que je lis, c'est pas mon credo personnel, l'agenda woke n'est pas du tout dans la tête des Argentins. C'est pas, je dis pas, si sûrement si vous allez creuser, on va retrouver. Mais si j'y ont échappé jusqu'à maintenant, le wokisme est plutôt en déclin, même aux États-Unis, donc mais en plus, ils ont une chance d'y échapper. Je suis sûre, si vous leur demandez, ils vont dire, attends, écoutez, cher monsieur, moi ce qui me compte, là maintenant, arrêtez-moi l'inflation. S'il vous plaît, ne perdez pas de vue que l'inflation est la corrosion 24 heures sur 24 de vos revenus, donc qu'ils soient tout petits ou très gros. Donc il y a ça, l'agenda woke n'est pas du tout en ce moment la priorité. Attendez, peut-être elle dort là, hein, elle va se réveiller. Et puis concernant cette idée d'international de droite, oui, moi je pense c'est intéressant parce que ce débat est ressorti à l'approche du dernier sommet du Mercosur. On se demandait si peut-être il n'y allait pas avoir des tentatives de claquer la porte. Bon, fort heureusement non. Mais en tout cas, il y a des réflexions très intéressantes qui sont passées sur le leadership brésilien par rapport à ce que voudrait le leadership de Milei. Et vous avez un leadership brésilien avec un président Lula qui se pense comme un pays puissance agissant dans le sud global, mais un sud global qui est quand même sous l'hégémonie chinoise et russe, d'une certaine façon. C'est les BRICS. Et justement, c'est intéressant, l'Argentine a refusé de ratifier son entrée. Et plutôt, le leadership tel que le penserait Milei, il faut voir, je ne sais pas s'il l'a tout de suite annoncé, là, mais enfin, quand vous écoutez un peu son discours lors du sommet du Mercosur, où il a reçu la présidence pro tempore pour 2025, lui, plutôt, il se voit comme le phare de droite, le phare austral de l'international de droite. Donc, effectivement, il se voit comme un laboratoire libertarien. Le rapprochement avec Giorgia Meloni, avec Orban, Trump n'est pas... de ce point de vue-là, est-ce qu'il est isolé en Amérique latine, Jean-Louis Martin? Est-ce que trouver ses alliés chez Meloni, Orban et Trump, est-ce que ça l'isole en Amérique latine plutôt qu'autre chose? Il a le Paraguay derrière lui, ça fait beaucoup de monde. Patrick Bell. Il aurait pu l'être, enfin, ça paraît bizarre, mais donc, il y a le Salvador qui est quand même dans un régime assez dur. Au Chili, le deuxième tour des élections présidentielles opposait quelqu'un d'extrême droite, disons extrême droite, à un candidat socialiste. En Colombie, pareil. C'est-à-dire que dans tous ces pays, et on a eu Bolsonaro avant, c'est-à-dire que si aujourd'hui beaucoup de pays sont plutôt de mouvance de gauche, enfin des gouvernements plutôt de gauche, dans plusieurs, la droite ou la droite extrême ou l'extrême droite ont failli arriver au pouvoir récemment. Donc il n'est pas si isolé. Il n'est pas si isolé que ça, puisque ces mouvances sont fortes dans chacun de ces pays. Le Chili, la Colombie et le Brésil. On a prononcé le nom du Mercosur, il faut évidemment en dire un mot. Il y a eu cet accord passé récemment par la présidente de la Commission européenne, en force, mais elle n'a fait que ratifier un accord politique. L'Argentine est quand même un poids lourd, on voit là les pays membres du Mercosur. L'Argentine est évidemment un poids lourd. Milei est très favorable apparemment à cet accord. Je pense qu'il a un peu évolué, non, dans sa posture sur le Mercosur.
Jean-Louis Martin. A priori hostile aux accords multilatéraux. Oui. Ce qu'il veut, c'est comme Trump, il veut signer des accords multilatéraux. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, dans ce cas, dans le Mercosur. C'est-à-dire que le Paraguay et l'Uruguay, depuis quelques années, commencent à un peu remettre dans les brancards de... Alors, est-ce qu'il faut en conclure que son soutien à l'accord avec l'UE fait que, justement, c'est très avantageux pour les latino-américains, ou c'est pas... Je pense que le Brésil en profitera plus que l'Argentine. Enfin, d'un autre côté, le risque sont aussi plus élevés pour le Brésil, qui a un secteur industriel dont certains secteurs pourraient être affectés par l'ouverture aux produits européens. Mais c'est pas si évident de savoir qui, enfin, ceux qui en profitent, les bénéficiaires et ceux qui en bénéficient, ceux qui n'en bénéficient pas, c'est très compliqué parce qu'après il faut regarder par secteur d'activité, quasiment pas par entreprise, mais donc voilà, on voit bien tout le débat en Europe. Mais le débat en Europe, il est rationnel ou il est émotionnel en partie ? Il est les deux. Mon capitaine, il est les deux. On voit bien que si on regarde d'un point de vue très macroéconomique, je pense que l'Europe a plus à en gagner. Mais après, si on regarde dans le détail, la France aussi, si on regarde le secteur de l'agroalimentaire, il y aura des bénéficiaires. Si on parle évidemment aux producteurs de bœuf, eux, ils ne sont pas contents. Donc c'est vraiment... En même temps, c'est 1,6% de la consommation européenne de bœuf. Donc c'est pas non plus colossal. C'est un steak par an. Enfin bon, je ne sais plus. Pour ce qui est de son appui, enfin son revirement par rapport au Mercosur, je pense aussi qu'il a des pressions du secteur agricole qui est très très puissant en Argentine, qui lui pense qu'il peut être gagnant avec le Mercosur. S'il va l'être ou pas, je ne sais pas, mais j'imagine que le secteur agricole, le secteur agricole fait pression sur Milei, et ils sont quand même, c'est l'un des secteurs les plus puissants, économiques les plus puissants du pays, et pour eux, le Mercosur, c'est une opportunité. Cela dit, je pense qu'on a un élément à prendre en compte. Je reviens sur cette percée chinoise. Qui est et là aussi, pardon, mais Milei a complètement retourné sa veste sur la Chine. Donc on revient, là, ça nous permet d'illustrer son pragmatisme, parce qu'effectivement, au début, il a dit c'est sales communistes, je ne veux pas en parler, et puis après, finalement, il a dit ils sont pas si méchants, sont des gens tranquilles. Ils ne demandent rien en échange, ils veulent juste faire leur travail tranquillement. Et puis là, maintenant, il dit, je vais peut-être faire une visite. Alors, il a 3 dossiers avec la Chine. D'une part, il y a un swap qui est en cours avec de l'argent chinois qui est là, qui intéresse Milei. Il est intéressé aussi par les investissements chinois éventuellement promis, surtout pour des grandes centrales en Patagonie. Et puis, il y a la question de la vente des céréales. Alors, si vous voulez, je pense qu'il faut le Mercosur, si vous regardez par exemple l'Uruguay, toutes ces dernières années avec la Calle Pou, qui vient qui va passer là maintenant, son parti a perdu les élections, des élections tranquilles, sereines, sans excès, donc ça va passer plutôt à un centre-gauche extrêmement sensé. Mais la Calle Pou, il n'a pas arrêté pendant 4 ans de dire je suis là, je suis fatigué je suis là entre les deux grands qui me laissent pas signer des accords de libre-échange, laissez-moi naviguer, libérons les énergies et faisons un accord avec la Chine. Il en a parlé, comme un accord avec la Chine, comme a fait le Pérou. Donc la Chine a fait quand même en sorte que le Mercosur devienne un petit peu moins important pour chacun des membres qu'il ne l'était au début. Parce que, autant en France, on fait quelque chose, entre 65 et 85% de nos échanges entre pays membres, selon les 27. Là, maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Je voudrais juste préciser que là-dessus, sur la Chine, donc l'Europe a aussi intérêt peut-être à signer avec le Mercosur pour essayer de contrer l'influence de la Chine. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais pour revenir sur Milei, il a aussi intérêt à se rapprocher. Il veut se rapprocher aussi des États-Unis et de Trump, parce que derrière, il a aussi besoin de négocier avec le FMI. Et il a besoin du soutien de Washington. Il doit 42 milliards de dollars. Donc il a quand même un petit remboursement au FMI. Une des raisons pour lesquelles l'Uruguay, le cas est très intéressant, n'était pas intéressé par ces accords multilatéraux, c'est tout simplement qu'il n'a pas d'industrie. Donc en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était vendre ses produits agricoles à la Chine librement, sans avoir les règles imposées par le Mercosur. C'est la même chose au Paraguay, c'est la même situation, pas d'industrie, et c'est assez largement le cas de l'Argentine aussi. Le Brésil est, lui, dans une situation tout à fait différente, où il y a une crainte de l'afflux de produits importés de Chine.
Et d'Europe, maintenant. L'Argentine avait une industrie. Oui, mais plus. Ouais. Plus. Alors, il nous reste 4 minutes, donc je voudrais finir avec un tour de table pour vous demander aux uns et aux autres s'il y a une chose dans la politique qu'a déployée Javier Milei jusqu'ici qui pourrait être inspirée quelque chose de positif chez nous, qu'est-ce que vous retiendriez ? Florence Pinault de Vinci. Alors moi, je retiendrai, mais alors je marche avec beaucoup de prudence parce que personnellement, je suis quelqu'un qui croit dans les politiques publiques et qui peuvent être vertueuses. Je crois dans l'appareil de l'État. Mais en même temps, mais voilà, le mais, c'est que effectivement, quand vous regardez l'hypertrophie de l'appareil étatique et l'empilement des normes. En même temps, je crois aussi dans les normes, mais comment on va ordonner la vie en société si on n'a pas de normes En fait, il exprime là un courant qui a une force actuellement. Du poids de l'État. Alors effectivement, il dit pourquoi maintenir redimensionner le poids de l'État. secrétariat d'État pour la défense de la femme quand le président sortant est en procès avec son épouse qu'il battait au palais présidentiel. Bon. Patrick Bell. Si on retient quelque chose de positif ou d'intéressant... oui, mais pour nous aussi, qu'est-ce qui peut nous être utile dans cette expérience ? C'est la capacité de créer un choc. Oui. Il a créé un choc gigantesque qui donne... Il faut un courage politique qu'on ne voit pas tous les jours, à tous les coins de rue. Il faut voir une inconscience. Enfin, je crois que l'inconscience en politique, des fois... Quand on regarde Milei, on se dit l'inconscience politique peut-être des fois... En même temps, en regardant avec nos yeux le début de son mandat, on se disait toute l'Argentine va être, ou la moitié de l'Argentine va être dans la rue. Or, c'est pas le cas. Oui, mais ils viennent, comme l'a très bien dit Florence, les Argentins ont vécu des crises à répétition les unes derrière les autres. On va vous demander aussi de donner votre... Bon, la capacité de créer un choc, ça c'est indéniable. Jean-Louis Martin, vous retireriez quoi pour nous ? J'ai un passé d'économiste. C'est pas un passé, on n'en sort jamais quand on est économiste. Et il est en train de transformer l'économie en science expérimentale, ce qui est satisfaisant pour l'esprit, parce qu'on n'avait jamais essayé de faire ce qu'il fait actuellement. Il était considéré comme un économiste un peu. Après, je ne me prononcerai pas encore sur son succès, parce que j'en ai parlé au début. La victoire sur l'inflation est très très loin d'être acquise, parce que le jour où il relâchera un peu les vannes de la demande, où on aura un taux de change réaliste... Permettez-moi de poser la question, de me faire l'avocat du diable. S'il réussit, là, est-ce que vous allez devoir revoir bon nombre de vos certitudes et de vos dogmes ? Il y a quelque chose sur lequel j'étais de toute façon d'accord avec lui, c'est que le déficit public et la façon dont il était financé étaient complètement insoutenables et que c'était le principal moteur de l'inflation qui en avait fait démarrer un autre qui était la défiance des Argentins vis-à-vis de leur monnaie. Et là, il est peut-être en train de réussir. Sous la réserve que j'ai mentionnée. La victoire sur l'inflation n'est pas acquise en Argentine. Anne Chevial, le dernier mot. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour nous ? Oui, je pense que le courage en politique, la détermination qu'il a mise, oui. Après, je remettrai tous les bémols qui ont déjà été mis. Le courage et la prise de risque. Le courage et la prise de risque. Mais encore une fois, dans un contexte très différent, une société très différente. Enfin bref, donc voilà. Bien, merci beaucoup à tous les quatre. C'était intéressant. On va continuer à suivre le dossier argentin. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous parlerons de Syrie. Très bonne semaine à tous.